Hello, alors bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je suis avec Marie Colo qui a fait entre autres Ninja Warrior. Et voilà, je te laisse te présenter. Alors, bonjour, moi c'est du coup Marie Colo, j'ai 20 ans, je suis étudiante en kiné à l'UC Louvain. Et oui, donc ma vie ça a été principalement l'escalade et puis là assez récemment j'ai fait Ninja Warrior. C'est un défi quand même, quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas forcément, on en reviendra plus tard, on y reviendra plus tard je suppose. Mais ouais, c'est des choses qui arrivent comme ça et on s'y attend pas et c'était vraiment chouette en tout cas. Ok, super. Donc depuis combien de temps tu pratiques l'escalade et est-ce que ce sont tes parents ou tes amis qui t'ont poussé à faire ce sport ou un professeur ou quelqu'un d'autre? Alors moi j'ai commencé l'escalade très très tôt, je devais avoir peut-être 5-6 ans. Et puis j'ai fait d'autres sports en parallèle, j'avais un petit peu laissé de côté l'escalade parce que pour une raison ou une autre, j'avais 8 ans, j'ai eu peur, j'ai arrêté. C'est quoi comme autre sport? Du coup j'ai fait de la natation, du cirque, j'ai fait de la gym, 2 ans en compétitif mais en régional quoi, c'était assez bas niveau quand même. Mais ça m'a quand même donné des bases d'entraînement, des bases de force surtout. Et quand je suis revenue sur l'escalade, j'avais beaucoup plus de force et tout. Et ça m'a permis de beaucoup évoluer d'un coup. Et donc de là, j'ai fait, je crois, 3 ans d'escalade classique. Et puis on m'a proposé de rentrer dans l'équipe compétitive de ma salle, l'escale à Arlon. Et de là, j'ai fait les compètes nationales parce qu'en escalade, il n'y a rien d'autre. Ouais. Donc ouais, je suis allée sur les parcours d'abord de ma catégorie en 11-12 ans. Et puis après, on monte à chaque fois de catégorie. Et une fois qu'on arrive en 6e primaire, on a accès à des compétitions internationales d'abord qui étaient amicales. Et puis après, sur le vrai circuit européen, donc j'ai fait Coupe d'Europe, championnat d'Europe, j'ai fait Coupe du monde adulte du coup plus tard dans ma carrière et championnat du monde jeune aussi. Et j'ai eu des hauts et des bas. Et bon, on va revenir, il y a des questions justement qui en parlent. Du coup, tu as beaucoup voyagé, non, pour tes compétitions? Oui, bah, je prenais l'avion ou la camio où on voyageait au moins 6-7 week-ends par an. Ce qui est beaucoup quand même, ouais. Parce qu'au début j'étais à l'école secondaire, donc déjà à l'école secondaire j'avais des aménagements, je pouvais ne pas faire les cours de sport pour aller m'entraîner ou pour faire mes devoirs à la place et ne pas avoir à faire mes devoirs l'après-midi où du coup j'allais m'entraîner. Okay. Et je pouvais rater des cours pour aller en compétition parce que fatalement on partait souvent jeudi soir ou vendredi matin pour le week-end, on revenait dimanche soir ou lundi, donc je ratais souvent quelques jours d'école et ouais, donc on a même déjà en secondaire des aménagements prévus. Et du coup, c'est pas le statut PEPS, mais ça s'appelle autrement ce style d'aménagement ou c'est... Alors, ça a changé de nom récemment, mais c'était espoir sportif, jeune. C'est un statut reconnu par l'ADEPS, donc, qui est disponible dans toutes les écoles de Belgique. Ok, cool. Qu'est-ce que ce sport te transmet comme valeur? C'est un sport qui est du coup très lié à la nature fatalement parce que de base c'était un sport extérieur qui se pratiquait en montagne. Voilà, en montagne exactement. Et après il y a l'escalade d'intérieur qui est arrivée pour pouvoir grimper en hiver, pour pouvoir que ce soit plus accessible aussi. Et donc moi j'ai principalement grimpé en intérieur, mais c'est vrai que j'allais au moins une fois par an en extérieur grimper. Et donc c'est beaucoup de valeurs écologiques finalement. Il y a pas mal de gens qui vont grimper, mais qui n'ont pas envie de prendre l'avion pour aller grimper une semaine à l'autre bout du monde et venir. Donc il y a pas mal de gens qui vont en camio, qui aménagent eux-mêmes des camios pour pouvoir dormir dedans. Et des camios tu vois, les petites camionnettes. Ouais, ok. Et donc en fait, l'arrière, au lieu d'avoir des sièges et tout, ils mettent un lit, une petite cuisine, machin. Okay. Et donc ils partent faire des road trips. Un peu comme des mini camping-cars. Ouais, voilà, c'est ça. Mais fait eux-mêmes parce que ça coûte moins cher. Ok. Et moi, j'ai encore jamais fait ça, mais c'est quand même quelque chose qui... T'aimerais bien le faire. Ouais, c'est trop stylé. Ça a l'air stylé, c'est vrai. Et il y a pas longtemps, il y a un groupe de grimpeurs... Oui, pardon. Donc il y a pas longtemps, il y a un groupe de grimpeurs, dont Sébastien Berthe, qui sont partis grimper donc, sur des falaises mythiques du Yosemite. Mais il
il y a un océan entre nous Ouais. et l'Amérique, quoi. Et globalement, Ouais, c'est compliqué d'y aller. Du coup, ils sont allés en bateau à voile. Ok. Donc, ils ont traversé tout l'océan pour aller grimper en bateau à Mhm. voile. Et donc, voilà, on essaye de trouver un peu des solutions. Et c'est ça surtout que je retiendrai, je pense. Ok, super. Donc maintenant, on va parler un peu du statut PEPS que tu as eu à l'université. Donc, tu peux un peu nous expliquer ce que c'est le statut PEPS que tu as eu pendant 2 ans, quels sont les aménagements que tu as eu par rapport aux cours, aux examens, et comment tu gérais un peu du coup les cours et ton sport. Donc, moi, j'ai eu le statut PEPS étudiant sportif haut niveau, qui est donc le plus haut statut PEPS. Il y a le étudiant sportif et le étudiant sportif haut niveau. Ok. Et donc, moi, j'avais du coup accès à une séance de kiné en préventif par semaine. Ok. Je pouvais faire des demandes pour avoir des séances de coaching nutritionniste. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Mais ça, je l'avais pas fait parce que j'avais déjà mon coach qui me guidait un peu sur certains trucs. Et sinon, on avait aussi une préparation, c'était même pas une fois semaine, c'était 2 fois semaine, des coachings vraiment de muscu pour se muscler finalement. C'est logique. Et donc ça, c'est pareil, c'était donc financé par l'UCL et c'était des coachs voilà, de l'UCL. Et puis après, on avait aussi une journée où le nutritionniste de l'université faisait une activité où il nous montrait un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire comme plat avant, après, pendant l'entraînement, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Donc, un petit cours sur la nutrition et il y avait aussi une conférence à laquelle j'étais allée. Donc au final, on est quand même très bien assis. Vachement suivi quoi. Ouais. Vachement de trucs. Ouais. À l'UCL, enfin l'UCL Louvain maintenant, Ouais. vraiment ils sont très axés sport et on a beaucoup de chance là-dessus. C'est une des raisons pour laquelle j'étais venue dans cette université parce que je savais bien qu'il y avait beaucoup d'aide et si vraiment il faut, on peut faire des demandes pour même bouger des examens. Moi, j'ai jamais eu le cas, donc j'ai pas dû faire les demandes, mais ou des TP obligatoires qu'on peut rater ou reporter ou changer de groupe aussi, des aménagements d'horaire comme ça pour pouvoir s'entraîner au mieux et être le plus performant possible dans ses études et dans son sport. C'est vraiment quelque chose de clé, quoi. On essaye d'avoir la double performance scolaire et sportive, ce qui est très compliqué. Et justement, par rapport à ça, est-ce que les profs ils te soutenaient? Ouais, est-ce que les profs te soutenaient, en tout cas dans cette démarche avec ton statut PEPS? Et est-ce que parfois il y avait un regard différent des autres étudiants par rapport à ça? Les profs directement, comme moi j'étais en kiné, on était avec les EP 850 dans l'auditoire. Ils ne nous connaissent pas vraiment, donc ils savent qu'il y a des statuts PEPS, ils savent qu'ils ont parfois des aménagements à faire et ça ils le font, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus, on a une conseillère du coup pour les étudiants sportifs au niveau qui nous aide pour les démarches et tout ça. Et c'est plus de là qu'on va avoir de l'aide que directement des profs, même si eux ils font leur taf et quand on a besoin d'aménagement ils le font, ça il n'y a pas de souci. Ok, ça va. Du coup, qu'est-ce que ton sport apporte à tes études et qu'est-ce que tes études apportent à ton sport? Enfin, comment tu gères un peu cette dualité entre les deux? Moi, je suis dans des études sportives, même si c'est pas éducation physique, on avait quand même des cours de muscu. T'as des cours de sport dans tes études, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, en deuxième, on avait de la natation, on avait des sports de ballon, de coordination. En première, on avait de la course à pied, de la muscu. Donc, fatalement, c'est jamais perdu, c'est toujours des entraînements en plus, et puis ça va te permettre de découvrir d'autres mouvements et d'autres choses que t'as pas l'habitude, et finalement enrichir ton bagage moteur, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et fatalement, mon sport, il m'a aidé à avoir des facilités dans ces cours de sport à l'UNIF, sauf l'endurance, parce que ça, c'est compliqué. Mais tout ce qui était muscu, la plupart des choses, je les connaissais déjà, je savais déjà les placements. Pareil, j'avais des cours de théorie de l'entraînement. Je me suis entraînée pendant 5 ans, t'avais 6 déjà des ans, bases, même forcément, plus. C'était des choses qui étaient finalement assez logiques pour moi parce que c'est des choses que j'avais déjà fait toute ma vie. Et mes profs, mes coachs étaient dans la même continuité que mes cours, donc c'est que j'ai pas fait n'importe quoi à l'entraînement, c'était cool. Donc les deux se complètent bien finalement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une compétition que tu as ratée et qui t'a permis d'en tirer des enseignements? Il y a 2 compétitions que j'ai en tête.
c'est mes 2 derniers championnats du monde en jeune. Ok. J'en ai fait du coup 3 au total. Et les 2 derniers, ils sont vraiment pas bien passés du tout. Ah non. Ouais, c'était... Ouais, j'ai un peu du mal, ou en tout cas peut-être que c'était une coïncidence, mais les 2 compétitions-là, j'avais vraiment du mal à m'exprimer, comme on dit. J'arrivais pas à sortir tout mon potentiel de grimpe. Et c'est... Qu'est-ce que j'ai pu en retirer? C'est beaucoup d'humilité finalement, parce que on a l'impression que on a fait des top 10, on a fait des finales, c'est bon, on peut y arriver, on peut faire des trucs. Et finalement, tu te rends compte que sur un bloc, sur une technique que t'as pas, sur un manque de force, sur une mauvaise journée, finalement, tu te retrouves en bas du classement. Et en fait, c'est... On apprend à rester humble. Et donc ça t'a permis de mieux bosser après, de te remettre un peu en question et peut-être de plus t'entraîner ou je sais pas. Oui, c'est beaucoup de travail sur le mental. Tu te rends compte que c'est hyper important de rester à fond, de rien lâcher, peu importe ce qui se passe. C'est des compétitions donc en championnat du monde où tu grimpes 5 minutes et puis tu as 5 minutes de pause. Okay. Donc tu donnes tout 5 minutes et puis t'es toi-même avec toi-même et tu te rends compte de toutes les conneries que t'as fait pendant 5 minutes et tu dois pas trop y penser et tu dois continuer à être dans ton truc et tout donner. Et c'est vraiment un exercice mental assez compliqué. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont du mal au début, qui craquent pendant ces 5 minutes, et même des gens très forts, ça arrive à tout le monde, mais c'est un travail mental à vraiment faire et à rien lâcher, quoi. Et est-ce que tu te filmes pendant tes entraînements pour voir un peu tes erreurs et pour t'améliorer après? C'est un truc qu'on fait, oui. Après, on le fait pas énormément. On l'a beaucoup fait, surtout quand on était en entraînement avec du coup l'équipe nationale. Ils vont nous donner des pistes de choses qu'on fait pas souvent. Donc par exemple se filmer, on fait... j'ai pas d'idée comme ça en tête, mais on fait pas mal d'exercices un peu atypiques de ce qu'on pourrait faire classiquement à l'entraînement. Et donc oui, c'est des choses qu'on a déjà fait. C'est pratique pour aussi se comparer, surtout dans des blocs ou des voies donc, de l'escalade qui est plus technique, où ça va demander beaucoup de placement, etc. Tu te rends pas compte de ce que tu fais exactement, mais si tu te vois et que tu compares avec quelqu'un d'autre qui y arrive, et ben hop, tu vas comprendre comment ça passe en fait. Quand il faut juste serrer plus fort la prise, là, c'est... Là, tu le vois. Tu t'en rends compte parce que tu tombes. Oui, c'est ça. Ok. Bon. Du coup, tu as dit que tu avais déjà beaucoup voyagé. Est-ce que tu as eu d'autres opportunités avec les compétitions, avec ton sport en général? C'est-à-dire des opportunités par exemple, il y a eu Ninja Warrior. Est-ce que tu as... Je sais pas, est-ce que tu es passé à la télé dans d'autres émissions Est-ce que tu as pu vivre de nouvelles expériences grâce à ça? J'ai eu la chance d'avoir 2 sponsors durant ma carrière sportive. Donc j'ai été sponsorisée pendant 2 ans par Friction Lab, donc c'est une marque de magnésie américaine qui est pas le leader sur le marché parce qu'elle est assez chère, mais très bien cotée en tout cas. Et maintenant je suis sponsorisée par un petit magasin au Luxembourg qui fait aussi magasin en ligne, donc Casper Climbing Shop. Et donc c'est des opportunités qui m'ont permis de pouvoir investir dans plus d'autres choses que de l'équipement, puisque eux ils m'aidaient là-dessus. Et après c'est mes parents aussi que ça a aidé, parce que fatalement quand t'as 14-15 ans c'est pas toi qui finances ton sport. Et sinon j'ai eu Ninja Warrior et pour m'entraîner pour tout le circuit européen et mondial, via mon coach j'ai pu intégrer une équipe du coup française, donc de Blockout. C'est une série de salles assez connues. Et donc j'ai pu faire Coupe de France, Championnat de France. Et en France, fatalement, il y a beaucoup plus de gens. L'escalade est quand même extrêmement développé vu toutes les falaises et tout qu'ils ont. C'est assez populaire. Et donc il y a un gros niveau en France. Et donc c'était chouette de pouvoir s'entraîner dans des situations un peu similaires à ce que j'avais retrouvé en Coupe d'Europe, parce que les Français ils sont clairement avec les Autrichiens et les Italiens, ils sont très hauts dans les classements. Et donc je faisais des top 5, top 4 en France. Et donc c'était déjà pas mal le niveau qu'il y avait là-bas. Mais du coup c'était un super bon entraînement, et grâce à ça j'ai pu du coup encore plus voyager, mais en France pour le coup. Je suis allée un peu en Bretagne, à Mâcon, Voiron,
Enfin, un peu avant Ninja Warriors, tu as dit que tu t'étais dirigée un peu vers le parcours. Donc comment tu t'es dirigée vers ce nouveau sport? Est-ce que c'est fort différent de l'escalade? Est-ce qu'il y a des points communs? Voilà. Donc, j'ai commencé le parcours début de l'année scolaire 2020-2021, c'est ça? Après le Covid, Ouais. c'est ça. Donc, j'ai commencé le parcours du coup début d'année scolaire 2020-2021. Et c'était quelque chose en fait que j'avais envie de faire parce que pendant un des entraînements avec l'équipe nationale, ils nous avaient amenés dans une salle qui avait aussi un petit bloc un module de parcours, donc avec un peu des barres, un peu des blocs pour sauter de l'un à l'autre. Et il y avait deux, je sais pas comment on dit, personnes qui font du parcours, qui étaient très forts, qui venaient nous donner un petit cours, et j'avais trop kiffé, c'était trop drôle. Et bah, quand on fait de l'escalade depuis 10-12 ans, c'est très chouette, hein. Moi j'en ferai toute ma vie, mais j'avais envie de faire un petit peu autre chose. Un peu diversifié. Voilà, c'est ça. Et quand j'ai vu que c'était disponible à l'UC Louvain avec la carte sport, j'étais là, bah, just go en fait. Et ça ressemble, en même temps c'est très différent. Ça ressemble surtout dans les sensations, parce que ça va être beaucoup de gérer son corps dans l'espace, et donc l'escalade c'est énormément ça aussi. Mais par contre c'est beaucoup plus dans les jambes, ça va être de la coordination mais tout le temps, alors que l'escalade il y a énormément de coordination, mais il y a aussi du placement, de la force dans les mains, dans les pieds, tout ça. Et donc ouais, ça m'a aidé à être forte entre guillemets, à pouvoir évoluer plus vite en parcours. Mais c'est pas non plus quelque chose de très très similaire, surtout dans la façon dont on le fait à l'UC Louvain. C'est beaucoup de free running parcours, donc ça va être beaucoup de dépassement d'obstacles, de sauter au-dessus de tremplins et de choses comme ça. Et donc ça c'est fatalement énormément les jambes, et moi ce qui m'aide du coup c'est mon gainage et ma préhension dans les mains, donc ce qui m'aura aidé dans Ninja, parce que c'est globalement que ça, parce que c'est stylé. Oui, clairement. Voilà. Mais oui, donc le parcours c'est similaire, mais quand même vachement différent. Alors maintenant, on va parler de Ninja Warrior. Du coup, alors est-ce que c'est une émission que tu regardais depuis longtemps, que tu regardais souvent quand tu étais petite? Ninja Warrior, je regardais pas énormément. Je regardais quand j'étais petite, du coup, Total Wipeout, quand ça n'existait pas encore, Ninja Warrior. Je sais pas si tu vois un peu. Je vois pas. Mais... Bah, c'est une émission où c'est Ninja Warrior, mais version Wish, si tu veux. Genre, vraiment, c'est des gens qui sont pas forcément sportifs, mais qui viennent pour s'amuser. Et en gros, c'est des parcours. Donc là, c'était au-dessus de soit de l'eau, soit de la boue, et ils pouvaient tomber. Le but, c'était juste de voir des gens se casser la gueule. En fait. C'était très marrant. Et je trouvais ça super drôle. J'étais là, c'était pas vraiment axé performance. Non, ouais, c'était plus axé divertissement. Voilà. Et puis j'ai vu du coup des petits extraits de Ninja Warrior aux US, et évidemment on trouve ça incroyable, surtout qu'aux US c'est pas le même niveau. Mais je me voyais pas forcément y aller, puis je savais pas qu'il y avait une version France à ce moment-là, parce que je crois qu'elle n'existait même pas encore quand j'avais vu ces extraits-là. Donc j'étais juste, je regardais ça et je trouvais ça très stylé, mais voilà. Et puis c'était du coup en 2019, on m'a demandé un peu, ça te plairait Ninja Warrior? Et moi j'avais toujours dit, non mais moi je vais pas faire ça, c'est pas une émission pour moi et tout. Et alors que bah, finalement je l'ai fait. Mais il y avait des castings du coup avec justement la team BO dont j'avais parlé, Blockout, la team avec laquelle je grimpe en France. Il y avait les recruteurs qui venaient une fois sur Paris pour voir un peu les gens, faire une présélection. Mais c'était un mardi en semaine, bah, clairement j'y suis pas allée. Et je me disais, bon, c'est rigolo, mais je vais pas investir de mon temps pour faire ça. Surtout qu'à ce moment-là, j'étais encore full focus compétition. Moi, j'avais ma saison qui arrivait, quoi. J'étais en mode, il y a compétition dans 2 mois. Il faut s'entraîner. Et donc, de base, je pensais pas du tout faire. Et puis finalement, c'est une recruteuse de TF1 qui m'a envoyé un message sur Instagram, du coup, 1 an après. C'était début 2021. Et elle m'a fait, oui,
je suis casteuse à TF1 pour Ninja Warrior. Et moi, j'étais en mode, est-ce que c'est un scam? Est-ce que c'est vrai? Tu vois, genre, j'avais un petit doute comme ça. Forcément. Et puis, j'ai regardé un peu, j'étais là, ouais, en fait, c'est vraiment une dame de TF1. Et puis, j'étais en mode, oh, pourquoi pas? Et comme j'avais, du coup, à ce moment-là, j'étais déjà dans l'optique de ralentir, en tout cas, les compètes. J'étais plus en jeune. Ouais. Maintenant, j'étais en adulte et le niveau est quand même vachement plus élevé. Il fallait faire un choix entre s'investir énormément dans l'escalade pour espérer être qualifié pour les internationaux, ce qui n'était même pas sûr. Alors que moi, toute ma vie, comme j'étais en jeune, c'était beaucoup plus facile de se qualifier. Et c'était, je m'entraîne, je suis sûre d'être qualifiée, je vais en compète, je donne tout. Là, c'était, tu t'entraînes, peut-être tu vas être qualifiée. Ouais. C'était déjà plus dur mentalement de se dire, je vais m'entraîner, tout donner pour peut-être que ça sert à rien. Ouais. Et donc, avec ça en plus, je m'étais entraînée pendant 1 an de Covid, encore à haut niveau. Et puis, manque d'objectifs et tout, j'avais moins de motivation. Je me suis dit, autant faire ça va me motiver à faire du sport à fond et ça va être autre chose et pourquoi pas. Et pareil, on n'était même pas sûr qu'il y ait des compétitions cette année-là avec le Covid, donc je me suis dit, go, c'est mon année, j'ai rien à perdre. En plus, si eux me contactaient, c'est qu'ils avaient... Ils t'avaient déjà vu un peu, ils savaient ce que tu étais capable de faire. Donc, ils avaient envie de... Enfin, mon profil les intéressait, et donc je savais que je faisais pas des démarches pour rien, quoi. Il y avait aussi ça, que j'avais pas envie de perdre mon temps juste pour... parce que c'est quand même... envoyer une candidature et puis après tu vas à Paris pour faire les tests physiques, puis après t'attends et puis un jour ils te rappellent en mode hey, c'est Ninja Warrior. Tu viens à Cannes en mai. Je suis là, ah d'accord, c'est dans 1 mois, d'accord. Mais je sais même plus ce que c'était la question de base. Mais du coup, oui, enfin voilà. Et donc, comment ça se passe un peu les castings, les sélections? Enfin, est-ce que vous faites les mêmes genres d'épreuves qu'il y a dans l'émission ou d'autres choses? Enfin, voilà. Alors, pendant le casting, donc d'abord c'était, comme j'ai dit, une lettre de motivation avec tout un formulaire avec des questions, même parfois un peu bateau. Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais les 100 000 euros? C'est là, je sais pas, frérot. Mais après, du coup, il te rappelle ou il t'envoie un mail et t'as une date de casting, donc les tests physiques pour voir si ça sert à quelque chose de te mettre sur le parcours ou pas, quoi, parce que tu peux passer très bien l'image, avoir l'air très sympathique. Si tu tombes au premier obstacle, il y en a plein, c'est normal, mais tu sers pas à grand chose, quoi. Et du coup, j'étais allée à Paris. En plus, c'était quand il y avait le reconfinement, donc j'avais eu même une dérogation pour pouvoir y aller et tout, c'était un peu le bordel. Et on avait donc, je sais plus, une petite dizaine d'épreuves, et il y avait de l'endurance qui était en fait faire le plus vite possible des allers-retours derrière des lignes. Au final, je crois on le faisait en moins d'1 minute, donc c'était pas trop endurant. Mais c'est le truc où tu as un son, un bip, et tu dois arriver à ce moment-là, ou c'est pas ça? Non, c'était pas un bip, t'avais 2 lignes et tu devais faire le moins de temps possible pour faire 10 allers-retours, tu vois. Et sauf qu'il fallait à chaque fois se coucher au sol, se relever, se coucher au sol, se relever. Donc avec de la pré-fatigue, donc il y avait ça, il y avait un peu des tests sans les pieds, te déplacer sur des boules et des bâtons. Il y avait un truc avec un trampoline pour voir si tu gérais un peu ton inertie, il fallait se rattraper à une corde. Et il y avait une épreuve, c'était tu commences sur un trapèze à l'arrêt. Et le but, c'est d'aller sauter le plus loin possible. Donc c'est vraiment voir si tu sais gérer ton inertie, parce que c'est hyper important dans Ninja Warrior. Gérer son corps dans l'espace et savoir se donner de l'élan, c'est la base. Et donc il te lâchait comme ça, mais c'est super dur de lancer un trapèze quand il est à l'arrêt complet. Il faut vraiment venir tirer dans les bras, pousser dans les abdos, lancer les jambes loin pour se donner un petit élan. Et puis après, il faut se balancer avec l'élan au bon moment pour que ça avance. Donc moi j'avais fait du trapèze du coup quand j'étais au cirque, quand j'étais petite, j'avais fait pas mal même en escalade, se donner de l'élan comme ça c'est hyper classique, donc j'avais pas eu trop de mal.
Mais ouais, je vois, il y a des gens qui vraiment avaient dur, quoi. Et autant dans toutes les autres épreuves, c'était super bonne ambiance. Genre vraiment, tout le monde s'encourageait, tout le monde s'applaudissait. Et ça, c'est un truc, même tout au long de l'aventure, genre tout le monde est hyper gentil les uns avec les autres. Parce qu'on est là pour s'amuser, quoi. Évidemment, il y a un cash prize, mais on le regarde de très très loin pour la plupart. On est juste là pour prendre une expérience et venir s'amuser et faire des bêtises tous ensemble sur un parcours. Vraiment, c'est le but. Et sur cette épreuve-là, vraiment, on pouvait rien dire. C'était genre silence et les gens, ils se démerdent. Voilà, c'était ça. C'était pour voir comment les gens se débrouillaient. Et c'était assez marrant. Ok. Est-ce que... Donc, tu m'as dit que tu avais vu cette vidéo-là après ton passage dans l'émission, mais du coup, donc, tu as vu la vidéo d'Aline Dessine qui parlait de son expérience dans Ninja Warrior, et son expérience a l'air plutôt mauvaise par rapport, alors que toi, ça a l'air d'être plutôt cool. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, elle voulait partager ses dessins à la télé, elle voulait qu'on voit ses dessins, et parce qu'elle est dessinatrice. Et au final, on n'a pas du tout montré ses dessins. Elle a été présentée avec son vrai nom de famille alors qu'elle ne voulait pas. Est-ce que tu as trouvé des similitudes dans ton expérience à toi ou pas du tout? Alors, elle a fait, il me semble, la première saison, si je dis pas de bêtises, ou dans les premières en tout cas. Donc moi, j'ai pas du tout eu cette expérience-là. Après, je venais pas non plus avec les mêmes objectifs. Moi, j'étais moi-même, j'étais Marie Colo et je venais faire mon sport. Donc, mais ouais. Après, elle a aussi dit dans la vidéo qu'elle a vu les casteuses après et qu'elles se sont rendues compte que ça allait pas et qu'ils ont respecté son choix de pas la faire passer. Heureusement, de toute façon, c'est, je pense, droit à l'image. Ils n'avaient pas vraiment le choix. Mais oui, moi, j'ai pas du tout eu ça. Tellement on était maquillés, on était coiffés, on était habillés parfois si nos habits plaisaient pas trop à l'image. Mais franchement, il n'y avait pas du tout eu ce truc de mise en avant parce que même elle avait raconté qu'elle avait dû faire du sport devant la piscine, en bikini et tout. Moi, pas du tout. On est allé du coup faire un petit peu d'escalade dans une crique, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais il y avait un petit bloc rocheux, c'était juste au pied de la mer, c'était super stylé, et donc on était allé là-bas. Et bah oui, on était habillés genre en top et en short, mais en même temps il faisait 30 degrés, donc normal. Et oui, c'était en vrai une bonne expérience pour moi, j'ai pas eu de problème. Mais je suis désolée pour elle. Ouais, mais après, sûrement que l'émission a évolué, ils ont changé des choses et voilà quoi. Oui, c'est ce que je veux dire. A priori, en 5 saisons, 6 saisons. J'étais saison 6, je crois. Ça, ils se sont rendus compte que certaines choses, ça passait pas. Et voilà. Clairement. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on voit pas forcément à la télé, mais que tu aurais envie de raconter ici? Qu'est-ce qu'on voit pas à la télé? Alors, un truc qu'on voit pas à la télé qui est très marrant, c'est donc il y a Denis et Christophe qui sont en fait au milieu du parcours sur leur grande tour comme ça. Et ils ont du coup un grand, je sais plus comment ça s'appelle, avec tous les mots qu'ils doivent dire qui défilent. Donc, un prompteur. Voilà, ils ont un grand prompteur. Et ils doivent raconter du coup ce qui est écrit. Ils connaissent leur texte un petit peu évidemment, hein, mais donc il y a le prompteur. Sauf que ils doivent faire pour l'émission fatalement, donc on présente les gens, on réagit à ce qui se passe, machin, ça, c'est assez naturel, c'est rigolo. Et il n'y a pas de prompteur fatalement pour ça. Mais il y a aussi toutes les scènes pour les pubs. Ah oui. Toutes les scènes pour les teasers, les trucs. Et du coup, parfois, ils étaient encore silence sur le plateau. Et puis après, Denis et Christophe qui étaient là. On se retrouve dans 1 semaine. Puis ils faisaient une pause. On se retrouve dans 2 semaines. Et vraiment, ça, ils faisaient toutes les variantes possibles pour pouvoir faire plein de pubs, plein de trucs. On était morts de rire. Ok. Et sinon, il y avait... du coup, il y avait des démonstrateurs qu'on voit aussi dans l'émission qui montrent les parcours. Mais du coup, nous, ils les montraient aussi donc, quand c'était encore de jour. Et c'est très bizarre, en fait, de voir le parcours de jour parce que tout est filmé de nuit. Du coup, comme c'est filmé de nuit aussi, on commence à filmer. Il est genre 22h. Ça dépend quand c'est filmé dans l'année. Nous, ça a été filmé tard avec le Covid. Du coup, il faisait noir encore plus tard. Du coup, on commençait à 22h30 à filmer. On finissait de filmer, il était 5h du matin, le soleil se levait, quoi. En fait, on faisait vraiment toute la nuit.
Et donc voilà, donc on les voyait 2 jours faire le parcours, c'était rigolo. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu avoir avant de faire l'émission ou que tu as eu et que tu as trouvé utile? J'ai pas eu énormément de conseils parce que je connaissais personne qui avait déjà fait l'émission, mais moi j'y suis allée vraiment, je voulais m'amuser, j'étais là pour vraiment... Évidemment, quand j'étais sur le parcours, j'allais tout donner, Oui, forcément. j'étais là pour faire du mieux que je pouvais, j'avais pas traversé toute la Belgique, toute la Ouais. France, C'est ça. parce que c'était à Cannes, donc... Ouais. Mais donc fatalement j'ai tout donné, mais j'étais allée pour prendre du plaisir, prendre de l'expérience, pour m'amuser, pour découvrir aussi ce que c'est le monde de la télé. Parce que moi je m'imaginais qu'on faisait 2-3 interviews peut-être avant, un truc comme ça. Premier jour, 1h15 d'interview. Ah ouais. Ah oui, et puis... Pour au final garder 5 minutes juste avant ton passage, quoi. Bah oui, c'est ça, vraiment. Ouais. C'était... Même 5 minutes. Et encore, j'ai eu un gros portrait. Moi, il y a des gens, ils ont eu des ouais. heures d'interview et il y a peut-être 2 secondes qui sont passées. Mais voilà. Et puis tout ce qui était prise, donc qu'on voit juste avant le passage où on se prépare et tout, évidemment, c'est filmé bien à l'avance, c'est des choses comme ça. Mais c'est de la télé et le but, c'est de faire du divertissement et ça marche. Et donc, pour moi, il n'y avait pas de problème, mais je trouvais ça marrant qu'on mette en scène des trucs. Et puis, il y avait ce côté mise en scène, et puis il y avait aussi le côté vraie performance, parce que quand on part sur le parcours, là, il n'y a rien de faux. Ouais. Tu pars, tu fais ton truc, tu tombes, il n'y a pas de feinte. Donc c'était marrant. Ok. Quel candidat ou candidate t'a le plus impressionné? Donc pour ceux qui ont vu l'émission, moi je suis tombée en demi-finale contre Jean Tezna. Donc c'est un peu le king de Ninja Warrior qui a fait... il a gagné presque toutes les saisons, je crois. Enfin, en tout cas, il a un palmarès incroyable sur Ninja Warrior. Et je savais qu'il allait être fort. Je savais qu'il allait être rapide. Mais quand je l'ai vu passer, j'étais juste en mode, je peux rien faire en fait. Même j'étais pas... Donc au final, moi j'étais tombée sur l'avant-dernière épreuve de la demi-finale. Je l'avais tellement sous-estimé. Je pensais que ça allait être assez facile. C'était des trapèzes que j'avais, des choses que je maîtrisais. Mais l'épreuve d'avant m'avait déglingué les bras, les abdos, j'avais plus rien, vraiment, c'était une bataille déjà pour... D'ailleurs, cette épreuve-là, donc la deuxième que tu as passée, c'était un grand mur comme ça que tu devais monter, c'est ça? Et c'était à combien de mètres de haut? Ça avait l'air je trouvais que ça avait l'air assez haut, et je me demandais... Donc, je sais plus, je crois que c'est la tour d'acier ou tour de fer, quelque chose, je sais plus le nom exact, mais... Ouais, donc ça c'est... Donc c'était les duels qu'ils appelaient ça, donc c'était un peu les quarts de finale, mais on n'avait pas le droit d'appeler ça comme ça, attention, c'était les duels. Et ouais, donc ça c'était, je sais pas trop dire en vrai, mais au moins peut-être une petite dizaine de mètres de haut, en vrai c'était quand même. Par rapport au sol, après t'avais 2 mètres de matelas aussi, donc les 8 mètres de haut. Donc il fallait quand même les monter. Mais moi du coup j'avais pas eu de soucis là-dessus, comme j'avais fait beaucoup d'escalade, j'étais juste full focus, on avance, on saute de truc en truc. Et du coup celle contre qui j'étais, elle, c'était son gros point faible, c'était son vertige, vertige, sa peur du vide. Et donc ça l'avait complètement bloqué. Et ce qui a fait que le duel à la fin était... un peu, enfin elle s'est arrêtée avant les sauts quoi, et moi j'ai continué, je savais pas où elle était, mais j'ai pensé il faut que j'avance. Ok. Et donc du coup tu parlais du candidat qui t'impressionnait. Donc, du coup en demi-finale Jean Tezna qui a survolé le parcours. J'ai pas d'autres mots, il est vraiment très fort. Après, comme on est dans l'émission, on se prépare, on regarde un peu les autres, mais on peut pas regarder tout le monde. Et puis dès que t'es passé, t'as tes interviews, et puis tu reviens. J'ai pas vu énormément de gens passer au final. Et puis tu t'amuses pas à rester devant la télé, parce qu'on a un retour direct dans les loges où on peut voir ce qui se passe sur le plateau. Mais tu restes pas devant le truc à stresser comme ça. mais Jean Tezna, vraiment incroyable. Il mérite clairement son... Il faut aussi de l'escalade Oui, c'est un grimpeur. Après, il me semble qu'il a jamais fait de compétition, il est juste grimpeur comme ça, et puis il s'amuse à faire Ninja Warrior. Et c'est marrant parce qu'il s'entraîne évidemment, hein, mais
C'est pas quelqu'un, je crois, hein. Après je m'avance pas, je connais pas toute sa vie, mais je crois qu'il fait pas que ça, il est ingénieur à côté, il me semble, et il fait plein de trucs, alors qu'il y a d'autres personnes qui étaient là sur l'émission, ils sont entraînés toute l'année, ils allaient 4 fois par semaine faire du ninja, et ils étaient là pour gagner, quoi, hein, vraiment, et du coup ils étaient très très forts aussi. Les frères Gravier, par exemple, qui ont même lâché leurs études, je crois, pour s'entraîner sur Ninja et gagner après. Donc moi, j'ai pas pu voir les finales, donc je sais même pas qui a fait quoi. Donc je verrai ça en même temps que tout le monde à la télé, ça va être stylé. Mais ouais, en tout cas, il y avait des gens qui étaient vraiment là pour gagner, et puis il y avait pas mal de gens qui étaient là pour s'amuser, pour découvrir comme moi, qui n'ont pas de prise de tête, et tu fais tout ce que tu peux, et tu vas loin, tant mieux. Ouais. Ok. Quelle épreuve était la plus difficile? Bah fatalement, je dirais celle où je suis tombée. Du coup, c'était dans les demi-finales. On avait des trapèzes, donc de base, ça devait être encore plus dur. Et au final, ils ont un petit peu simplifié avant le tournage. Parce que un trapèze sur 2, les barres devaient tourner sur elles-mêmes. Okay. Ce qui est vraiment beaucoup, beaucoup plus dur. Et déjà là, ils avaient fixé toutes les barres. Et donc, le truc, c'est que c'était 2 trapèzes attachés l'un à l'autre par des fils. Ouais. Et donc, quand t'étais sur le premier, le deuxième était tout en haut. Il bougeait déjà. Et non, en fait, c'était comme un contrepoids, tu vois. Okay. Donc, si t'étais sur le premier, le deuxième était tout en haut. Tu devais te balancer et sauter, sauf que comme tu lâches, le deuxième, il était en train de tomber et tu devais l'attraper, donc pas vraiment à l'endroit où il était de base. Donc, tu devais prévoir et calculer un peu ton coup pour bien l'attraper au bon moment. Voilà, c'est ça. Et puis après, comme il tombait, en fait, t'avais plus aucune vitesse horizontale et tu devais te redonner tout ton élan. C'était et ça te tue. Surtout qu'il y avait des trucs déjà avant. Donc c'était super dur. Et il y en a un autre qui était vraiment dur aussi. C'était un espèce de moulinet comme tu devais pédaler mais avec les bras. Et c'était en montée. Ah oui. Juste avec les bras. Ouf. Et pouah j'ai sous-estimé le truc aussi. Je savais que ça allait être dur, mais à ce point-là, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que ça te tue les abdos parce que tu dois vraiment gainer pour que tes 2 bras puissent avancer ensemble. Et je suis descendue du truc là, j'étais là, ah oui, d'accord, j'ai plus rien là, c'est fini. Alors qu'il me reste encore des trucs à faire. Alors, une question que je me suis aussi posée quand j'ai regardé l'émission, c'est est-ce que tu entends la voix des présentateurs quand ils disent alors Marie Colo va passer sur cette épreuve-là, machin. Est-ce que tu entends la voix ou t'es juste trop concentrée voilà. Alors, il y a des baffles, donc on entend les voix, ouais. Après, fatalement, t'es dans ton truc. Avant que ça commence, tu les entends parce qu'ils disent 3, 2, 1, il y a tous les écrans et tout, t'entends les conneries qu'ils racontent sur toi. Et puis avant la demi-finale, il y avait même une petite interview qu'on n'a pas trop vue. Mais genre, il nous parle un peu, il pose des questions, machin. Et mais quand t'es vraiment dans le parcours, t'es un peu dans ta petite bulle. Ouais. Tu fais ton truc. Moi, je me parle beaucoup quand je fais du sport. Du coup, je suis là, allez, tu vas y arriver, machin. Ouais, c'est hyper important aussi. Hein, et donc, là, je les entendais pas trop. Et donc, en qualification sur le mur, j'ai couru et j'ai juste raté d'1 centimètre le haut du mur. Donc, on avait 3 essais, donc c'était pas très grave. Sauf qu'en redescendant, mais tout était humide vu qu'il y avait des gens qui étaient tombés avant, il y avait de l'eau un peu partout. Et mon pied, il a glissé, je me suis fracassé la gueule. Oui, d'ailleurs, j'ai vu après, je sais pas si c'est Denis Brognard ou... la Miss Monde, comment elle s'appelle Inès, non Inès, voilà, qui disait oula, elle s'est fait mal ou je sais pas. Sur le coup, je pensais pas. J'ai encore la trace, donc oui, je me suis fait mal, mais ça allait avec l'adrénaline du truc et tout, c'était ok. Mais du coup, donc j'avais glissé là et j'étais vraiment très très proche. Il y avait personne encore qui avait buzzé à ma qualification, parce que d'ailleurs de toute la soirée, j'étais la seule fille à avoir buzzé. Donc oui, quand je disais personne à avoir buzzé, c'était aucune fille. Parce évidemment, il y avait beaucoup de mecs qui avaient déjà buzzé. Et donc Christophe, il était on fire, il a fait Marie, si tu montes en haut de ce mur, je te check. Et moi j'étais là, allez. Encouragé. Ah mais de ouf. Et je sais plus, d'ailleurs j'avais raconté une connerie, j'avais hurlé un truc, mais heureusement j'avais pas de micro, donc on l'entend pas, on voit juste que je m'énerve, enfin pas je m'énerve, mais genre je me motive, je suis là, je crois que je dis un truc genre je vais le défoncer le mur, un truc comme ça, vraiment juste pour... Après c'est du show, hein. Moi j'étais à fond dans le truc,
Et puis du coup après j'ai réussi, donc j'ai pu check Denis Brognard et Trop ça, cool. et Ça, Christophe c'est stylé. Beaugrand, ouais. Tu m'as dit que donc, tu avais des épreuves pendant les castings pour voir un peu ton niveau. Et est-ce que tu as pu tester le vrai parcours que tu fais pendant l'émission avant? Alors ça, pas du tout. Ok. On arrive, on peut voir les épreuves un petit peu sans qu'il y ait personne, puis après les démonstrateurs nous montrent, mais c'est tout. Ok. Vraiment, on n'essaye pas du tout. Il y a un trampoline dans les loges pour pouvoir un peu voir quoi ça ressemble, parce qu'un trampoline c'est quand même assez atypique. Et il y a aussi une échelle d'Hercule, donc c'est la barre où tu dois faire une traction et puis lancer la barre au cran du dessus comme ça. Mais donc nous, il n'y en avait pas dans notre qualification, donc on l'a pas utilisé. Mais il y a vraiment que ces 2 trucs-là qu'il y a dans les loges. Sinon, tu te démerdes. La première fois que tu fais le parcours, c'est l'émission en fait. Okay. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment du one-shot et c'est pour ça que c'est stressant de ouf. Ouais. Parce que tu glisses d'un pied, tu comprends pas trop le mouvement et c'est fini quoi. Ouais. Sur ma qualification, il y avait du coup une roue qui tournait sur elle-même et on devait rester accroché à la roue. Ça, c'était que du placement. T'étais bien placé au début, tu poussais bien dans tes bras. C'était pas facile, mais ça se faisait tranquille. T'avais mal mis ton pied, c'est sûr que tu tombais. Et donc ça aussi, on avait un exemple, sauf qu'il était vertical alors que dans le parcours, il était un petit peu penché vers l'avant. C'était pas exactement les mêmes distances, donc en soi, ça aidait pas de ouf. Mais oui, donc la plupart des épreuves, vraiment, à part si tu les as travaillées avant en entraînement, parce qu'il y a beaucoup de salles de ninja qui ouvrent maintenant, donc que ce soit en France, en Belgique, je sais pas s'il y en a déjà, je me suis pas trop renseignée, je pense pas. Mais oui, en Allemagne, en France surtout, il y a pas mal de salles de ninja qui ouvrent, et donc ils refont exactement les mêmes épreuves que dans l'émission. Ils vont chercher des épreuves, donc... De base, ça vient du Japon, d'ailleurs Ninja Warrior, qui s'appelait pas comme ça de base, mais donc c'est eux qui ont la licence. Et donc ils vont chercher des épreuves de là, ils vont chercher des épreuves d'Amérique, de tous les pays, et ils refont les trucs parce que c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent, quoi. Et donc eux, ils peuvent s'entraîner un peu sur les mouvements et comprendre les trucs, mais c'est jamais la même chose, c'est jamais les mêmes résistances, c'est jamais les mêmes distances, et donc c'est en fait de l'adaptation, vraiment. Ok, d'accord. Alors, une question que tout le monde se pose, est-ce que l'eau est chauffée? Alors, je crois qu'elle n'est pas forcément chauffée, mais comme on était en mai à Cannes, elle était vraiment pas froide. Donc, ouais, et puis tu restes pas très longtemps. Après, quand tu sors de l'eau, que tu es totalement trempé, que tu dois attendre pour faire tes interviews trempées, donc t'as vite fait un essuie, mais il faut pas non plus que tu sois trop sec, parce que sinon c'est pas logique pour la suite des interviews, machin. Tu te l'écailles un peu quand même. mais dans l'eau, ça va, en vrai. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais comment se passe la préparation en coulisses? Est-ce que donc tu imagines que tu attends dans les loges avant de passer, et juste avant de monter sur scène, est-ce qu'il y a, je sais pas, un petit couloir où il y a des gens qui t'encouragent ou quoi, juste avant de monter en fait sur la scène, on va dire? Donc on a une grande tente où il y a tous les candidats qui sont là. Dans la même tente, il y a les maquilleurs, les coiffeurs. Donc avant de passer... On sait pas l'heure à laquelle on passe exactement. On sait que on passe ce jour-là quand même. Mais donc on peut passer autant à 22h30 qu'à les derniers des qualifications. Ils passaient, je crois, à 1h30, 2h. Okay. Puis après, il y avait encore les duels après. Donc c'est pour ça que ça finissait tard. Très, ouais. Et les demi-finales, c'était un autre jour. Mais du coup, on était dans cette tente et on avait un petit endroit pour s'échauffer, on avait un trampoline. Et puis, c'est marrant parce que il y avait beaucoup de grimpeurs qui étaient là à ma qualification. Et donc, il y avait des gens que je connaissais un peu de vue. J'étais là, mais non, jure et tout, t'es là. Parce que tu penses pas à dire à tout le monde, je vais potentiellement faire Ninja Warrior. Donc, tu tombes sur des gens que tu connais vite fait, ça devient tes potes et tout. Enfin, c'est trop bien. Ou des gens que tu connais pas du tout aussi, que tu rencontres, tu parles, tu échanges. Puis il y avait pas mal de gens un peu stressés, alors on essayait de détendre l'atmosphère et tout. Et puis après, on sortait et juste c'était... donc tu sortais de la tente et t'avais tout le plateau en extérieur, il n'y avait pas forcément d'aller avec tout le monde qui t'encourageait. Les fameux plans qui sont pris là, c'est pareil, filmer à un autre moment. Voilà. Mais c'est très stylé, ça donne bien. C'est sûr. Du coup, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Enfin voilà, c'est quoi l'expérience que tu en retiens?
J'ai été assez surprise quand même par tout l'aspect télé. Il y avait beaucoup d'interviews. Au final, on avait toujours un truc à faire. Il n'y a qu'une journée où on était parti du coup totalement autre part. On était allé faire du karting, je crois, dans les hauteurs de Cannes. Mais sinon, ouais, on avait toujours une interview. Ou alors on était parti faire les plans du coup d'escalade. Il y avait toujours un truc à faire. Et donc ça m'avait surpris. Ok. Et sinon, je t'ai oublié la question. C'est juste ça, qu'est-ce que tu retiens de cet Ouais, qu'est-ce que je retiens? Donc ouais, c'était l'aspect télé qui m'avait surprise. Sinon, c'était vraiment une colonie de vacances, quoi. On s'amusait, il y avait tout le monde qui était bonne ambiance. Bon, il y avait des gens qui étaient là un peu plus pour le tryhard, mais, mais c'était vraiment chouette en vrai. Ok, cool. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée? Une question qui est revenue, parce que du coup j'ai fait quelques interviews pour des journaux belges, etc. Et je sais pas pourquoi, ils m'ont tous demandé, est-ce que tu veux faire une autre émission télé? Okay. Et j'étais là, pourquoi tout le monde me demande ça? Je trouvais ça marrant. Et du coup, pour rire, j'avais dit que j'aimerais beaucoup faire Danse avec les stars, parce que la danse, c'est un sport auquel j'ai encore jamais touché. Mais j'étais là, du coup, je suis pas encore une star, mais un jour peut-être. Déjà, c'est aussi sur TF1, donc si voilà, c'est TF1, ça. Voilà, Danse avec les stars. Ok. Est-ce qu'il y a une personne que tu connais qui a un chouette projet et que tu verrais bien dans ce podcast? Alors moi, un truc qui a rien à voir, mais que j'aime beaucoup faire, c'est du coup tout ce qui est live, et donc jouer aux jeux vidéo, mais pas que. Donc j'ai une chaîne Twitch où je fais du coup j'ai fait des émissions sur des livres, parce que j'aime bien la lecture. C'est quoi le nom de la chaîne? Je mettrai dans la description. C'est Armérie avec 2 i. D'accord. Voilà. Et donc ouais, je fais des jeux vidéo, je fais des reviews de livres, on a fait du sport, d'ailleurs on a fait des live yoga, c'était marrant. Et du coup, il y a une autre fille qui est sur Louvain et qui a créé donc Streamer, qui est une communauté de femmes streameuses pour s'entraider, etc. Parce que c'est pas toujours facile de streamer en tant que femme sur Twitch. Et donc c'est Chloé Live ou Chloé Twitch sur Instagram. Et donc elle fait des lives, elle anime cette communauté et elle a aussi lancé via le projet des ambassadeurs UC Louvain l'émission. Ah oui, je vois. L'émission de l'UC Louvain sur Twitch. Et donc je pense que ça pourrait être intéressant. Pour les rétos, pour les futurs étudiants. Ouais, il y avait un peu de tout. Il y avait même moi je regardais de temps en temps. C'était. Ouais, j'ai regardé aussi. Des quiz et tout, c'était chouette. Alors tu m'as dit que tu comptais faire une formation de cascadeuse. Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier? Est-ce que tu as déjà eu des propositions de films ou autres par rapport à ça? C'est une idée que j'ai derrière la tête, que j'aimerais bien faire un jour. Après c'est compliqué parce que c'est une formation en France et donc ils les font accessibles même pour les étudiants, donc ils les font pendant les vacances scolaires françaises, qu'on n'a pas du tout les mêmes à l'UC Louvain. Du coup... c'est un projet et j'ai eu envie de le faire par le parcours et par Ninja. Je me suis rendu compte que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire et donc j'ai envie de me spécialiser peut-être un peu plus là-dedans, voir un peu ce que ça donne. Donc cet été je vais faire un premier stage d'une semaine pour voir si ça me plaît ou pas. Et donc c'est globalement Ninja qui m'a donné envie de faire ça. Et voilà, parce que les études dans lesquelles je suis, ça me plaît beaucoup, mais c'était plus par... donc la kiné, ça me plaît, mais de base, moi, je n'étais pas du tout partie là-dedans, je voulais faire des études de cinéma, rien à voir. Justement, dans Casque 2, tu t'en rapproches. Voilà, c'est ça. Et j'aime beaucoup le côté créatif et tout ça que je peux du coup retrouver notamment sur Twitch, que je peux retrouver dans la musique aussi, que je fais un peu à niveau très amateur. Tu fais quoi comme musique? Du coup, moi, je suis dans la chorale universitaire de Louvain. Donc, on anime les messes et on fait des concerts. Et puis après, j'ai commencé la guitare pendant le confinement. Donc, cool. On essaye de se débrouiller un peu comme on peut, mais du chant et de la guitare. Sympa. D'ailleurs, j'en fais aussi un peu sur ma chaîne Twitch, d'ailleurs. Mais c'est en petit comité, ça marche bien. Chouette. Je te propose d'inaugurer la dernière question du podcast, qui est un peu la question phare, parce que du coup mon podcast s'appelle La Fougue. Alors pour toi, qu'est-ce que ça signifie être fougueux? Pour moi, être fougueux, c'est
Pas forcément se poser trop de questions, Mhm. aller dans les trucs qui nous plaisent. Si on se rend compte qu'on a envie de faire quelque chose, c'est y aller et tester. Et puis peut-être même on verra après, même si c'est pas forcément les, Ouais. les meilleures choses à faire. Ouais. Donc je pense que je pourrais me qualifier de fougueuse. Allez, sympa. Ouais. Ok. Bah super, merci d'avoir répondu à ces questions. Et bah voilà, à bientôt. Salut.